eh bien, il nous a invités à ce qui me semble être un exercice ou un point de départ capital, mais plus que ça, fondamental. Fondamental veut dire être important parce que cela touche le fond. Voilà ce que ça veut dire. Fondamental n'est pas un pur synonyme d'important. Fondamental veut dire c'est important parce que ça touche le fond. Et quelque part, il nous a invités à ce point de départ fondamental. Et pour l'illustrer, je vais faire référence à quelques auteurs. Pardonnez-moi, mes références ne sont pas tout le temps des références d'auteurs spirituels, théologiques, mais comme on fait en théologie pratique, on fait un va-et-vient entre des grands auteurs chrétiens, entre l'écriture sainte, mais aussi d'autres auteurs chrétiens ou pas. Je crois que c'est le propre aussi de toute démarche universitaire. Et c'est là où je vous partagerai 5 auteurs pour des besoins de connaissance générale, de curiosité. Un certain... Qu'est-ce que vous préférez, le blanc ou le jaune? Qu'est-ce qui est plus parlant? Le blanc, ça va? Blanc. C'est bon, on va bien. Le blanc et le blanc. Ouais, okay. Je vais mettre le blanc ici. Donc, un certain... John Powell. Un certain... Stephen Covey. Un certain... Dr. Scott Peck, Dr. Stephen Covey. Vous savez, les Américains, ils mettent aussi leur nom. Stephen R. Covey. Dr. Daniel Goleman et Anthony Robbins. Ces 5 auteurs vont inspirer des études, des démarches, des formations, des idées, mais en tout cas pour moi, auront été cruciaux parce qu'ils auront touché à ces bases dites fondamentales. 5 auteurs de 5 best-sellers. Je ne sais pas si c'est très connu ici, mais je sais que c'est en tout cas connu aussi dans le monde. C'est vrai que c'est dans le monde particulièrement anglophone, mais aussi dans le monde francophone. Alors, John Powell a écrit un livre qui s'appelle, en anglais, Fully Human, Fully Alive. Permettez-moi de ne pas le commenter pour le moment, car j'y reviendrai un peu plus tard. Stephen Covey a écrit les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils ont entrepris. Tout ce qu'ils entreprennent, pardon. Scott Peck a écrit le chemin le moins fréquenté. Daniel Goleman a fait des études sur l'intelligence émotionnelle et Anthony Robbins est un de ceux qui ont travaillé ce qu'on appelle la programmation neuro-linguistique, c'est-à-dire une autre manière de communiquer avec soi-même à partir de nos sens. Mais pourquoi je vous donne ces noms? Pas simplement parce qu'ils m'ont personnellement marqué et fondé à la fois ma pensée et mon parcours, mais parce que ces 5 auteurs, 5 ouvrages, ont un fil conducteur. Et ce fil conducteur, capital et fondamental, c'est que tout part de la question
de la vision. Et donc, du voir. Chacun, selon leur vocabulaire, diront, en plus de leur spécialisation, de leur domaine respectif, chacun dira un point capital, fondamental, en commun. Et c'est cette question de la vision. Sans trop vous fatiguer, permettez-moi de prendre un seul exemple. Le plus facile, peut-être, celui que j'ai toujours utilisé quand j'animais des sessions pour les jeunes. J'ai fondé un groupe de jeunes que j'ai porté, animé de 1998 à 2011. Un groupe de jeunes, un peu comme la CI, des milieux un peu aisés, les milieux qui n'étaient pas touchés par personne, milieu des jeunes de la bourgeoisie, mais de toutes les communautés, de différents endroits du pays, etc., mais qui, finalement, se retrouvaient sans que nous ayons besoin de faire quoi que ce soit en matière de publicité, sans que nous ayons besoin de faire des campagnes, quoi que ce soit, parce qu'il y avait un besoin et que personne ne s'occupait de cette population. Et j'ai toujours été frappé comment est-ce qu'ils pouvaient oublier tout ce qu'on pouvait leur enseigner après. Mais ils étaient scotchés sur cette question, ils ont porté, certains d'ailleurs, jusqu'à l'université. Donc, pour faire simple, bon, je ne vais pas quand même vous imposer une plongée dans 5 auteurs et dans 5 ouvrages, ce n'est pas le but, mais permettez-moi d'en prendre un seul. Le premier, le plus facile à comprendre, John Powell. John Powell, en gros, il va faire toute sa thèse autour de ce qu'on appelle l'avers. Tout ce qui arrive dans notre quotidien, il l'appelle résultat. Résultat, c'est-à-dire la conséquence. Alors, en réalité, ce que nous voyons, ce n'est pas un fait isolé, un fait aléatoire, un fait produit, comme on dit chez nous, bonavini, au petit bonheur la chance, mais c'est en réalité, au-delà du fait, c'est un résultat. Vous direz alors, résultat de quoi? Résultat d'une émotion. Émotion, mais l'émotion n'est pas, elle aussi, aléatoire. Elle n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, out of nowhere, comme on dit, c'est-à-dire, ça traverse sans qu'il y ait une causalité, sans qu'il y ait un lien. Et vous avez un agent moteur, c'est-à-dire un fait qui se produit et qui en réalité est source de quelque chose, une source d'une motivation, d'une mobilisation. Derrière le fait, il va se passer quelque chose. Mais ce qui est le plus important, c'est ça. Comment nous allons prendre cette chose? Quel est ce que John Powell appelle, ce qui nous semble évident, quelle est la vision et particulièrement la visualisation, c'est-à-dire quelle est l'image mentale que je produis des suites de ce qui me semble être un fait, mais qui est en réalité un agent moteur, c'est-à-dire un agent source de motivation et mobilisation. Et qu'est-ce que je vais
me dire? Qu'est-ce que je vais me dire des suites à la fois de cette visualisation-là et évidemment suite à cet attendement? C'est-à-dire qu'il serait absolument, non pas bête, stupide, non, parce que c'est un jugement, mais réducteur de considérer que quelque chose arrive de façon aléatoire sans penser qu'il peut y avoir un millefeuille d'événements, mais aussi d'événements intrapersonnels, d'une dimension intrapersonnelle qui dira la portée de cet événement-là. Donc tout part en réalité de la vision que nous avons. Tout part de comment je vais recevoir cet événement. Quelle que soit la mobilisation, il va me faire bouger, il va me motiver, mais tout dépendra de ce que je vais voir et de ce que je vais me dire. Et vous remarquerez, en français comme en anglais, action désigne un processus. Tout dépendra de ce que je vais voir en moi et de ce que je vais me dire. Ça paraît simpliste, ça paraît un peu facile. Eh bien, pourtant, il serait extrêmement beaucoup plus nourrissant et profond de ne pas se considérer comme des objets de ce qui arrive, mais beaucoup plus des sujets qui pouvons alors avoir un impact sur l'événement, tel un sujet qui conjugue le verbe et pas qui le subit. Alors, tout dépend de la manière par laquelle je vais voir et je vais me visualiser. Je vais visualiser l'événement et ce que je vais me dire à ce moment-là. Voilà pourquoi John Powell, pour reprendre son exemple, parle d'une vision de soi, des autres, de la vie, du monde et de Dieu. Si je pars avec la vision que Dieu est à mon service et qu'il est donc un magicien ou un ATM, comment on va dire ça, un distributeur de billets, eh bien, quelque part, cela impactera, que je le veuille ou non, sur ma manière, à la fois sur mon émotion, surtout quand je n'ai pas ces billets, ou ce que je demande, et par ma manière de vivre. Dis-moi comment tu vois Dieu, et je pourrais peut-être alors t'aider sur ta pratique religieuse. Dis-moi comment tu vois le monde, et je te dirai alors, quelle action faire. Dis-moi comment tu vois l'autre, et peut-être nous pourrions alors commencer à dénouer le nœud gordien de nos relations difficiles. C'est indéniable. Les recherches, les penseurs n'arrêtent pas aujourd'hui de nous interpeller sur cette question. On a tendance très souvent à rester ici, à nous contenter, à nous contenir ici, alors que ce qui pourrait être un changement, une solution, un changement dans les événements, dans les conséquences des événements, pourrait bien s'opérer à partir de cet exercice-là. C'est ce qui m'emmène à une idée capitale qu'un autre professeur, d'ailleurs, qui provenait du Québec et qui était en visite à ce moment-là dans cette université
Ah, de Maurice, il vient et nous, on rencontre un ami prof, un ami un peu jeune prof, qui nous dit bah, venez, je fais un cours pour les masters. Nous, on est en première année licence. Mais venez, il n'y a pas de problème. Et du coup, on débarque. Et lui, ayant oublié qu'il nous a invités, il est un peu stomaqué, mais il dit non, mais restez quoi. Et finalement, le prof vient, il faisait du marketing, et il vient, j'ai oublié son nom, à l'époque, et il raconte plein de choses pour nous ramener à une idée capitale. Capitale. Et que l'on a tendance, et qui est très lié à cela, et que l'on a tendance à complètement négliger, et qui pourtant peut être la source d'une autre manière d'être, de vivre et d'agir. Il nous parlait de la même chose en utilisant un autre mot, deux mots, que sont le schéma cognitif. Très souvent, la société nous forme, à cause du système, la société nous forme de telle manière à ce que, avant même que nous puissions connaître, vous savez vous-même, connaître, ayant pris la peine de discuter, nous avons déjà un type de comportement que nous appelons un petit peu dans la va-vite préjugés, stéréotypes, idées préconçues. Et très souvent, on sait très bien que ça va modeler notre attitude, notre résultat, la conséquence de notre être à l'égard de ce fait, de cet événement ou de cette personne. Mais très souvent, ce qu'on ne nous dit pas, parce qu'il n'est pas bon de nous dire ça, parce que cela peut nous ouvrir la voie sur ne serait-ce que notre propre manière d'organiser le monde. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est que cette attitude, elle part de ce que moi-même, je produis en moi comme image. Donc, lorsque je vois des jeunes passer devant moi je suis un autre jeune mâle, un garçon, et avant même de connaître, je me mets à dire, ouais, mais ça c'est une grande gueule, excusez l'expression, mesdames, monsieur, mon père. Et chez nous, on dit ça, ah ouais, mais, ou alors, allons être un peu trash là, hein, et crash. Très souvent, et nous, je ne sais pas comment vous vivez ça, vous, chez vous à La Réunion, mais enfin, moi, il y a suffisamment de liberté pour en parler. Françoise, Geneviève et moi. On voit des jeunes blancs qui passent, on se dit, regardez Faiseur, il dit, il est prétentieux. Oui, et ça nous arrive. Mais au fait, parce que nous sommes nous-mêmes récipiendaires d'un héritage où personne n'est venu nous arrêter ou nous aider, nous armer, nous outiller pour nous permettre de réfléchir non seulement par rapport à eux, mais par rapport à nous. Je me souviens d'une soirée, un dimanche soir, nous allions au cinéma, car moi, hormis le carême, le dimanche soir, je vais au cinéma. C'est un délice, parce que là, je finis, parce que très souvent je donne des cours, parfois le dimanche jusqu'à 4 h l'après-midi. Je ne peux pas vous dire la joie de pouvoir m'arrêter le dimanche soir pour aller au cinéma. Et j'invite des amis, et des amis de partout, des amis qui sont libres. C'est rare que je suis seul, j'avoue, c'est très rare. Parfois je suis bien entouré, d'amis, filles et garçons. Et on mange des boulettes, vous savez, les boulettes, les bouchons, là, des boulettes, et après on va regarder des films, peu importe quel film. Et un jour, je me souviens, on était un dimanche soir à Bagatelle, qui n'a probablement rien à envier à vos galeries, ici, dans le champ. Et voilà qu'on discute, et la conversation arrive chez les Blancs, les jeunes Blancs.
Et on discute et on dit, ouais, mais ça, ils vivent pas à Maurice. On les voit jamais. Vous savez, il y a un causé, un saying, une phrase chez nous qui dit, les Blancs ne meurent jamais. Parce que lorsqu'ils meurent, on n'entend pas leur avis de décès. Ils ne passent pas l'avis de décès. Parce que la communauté est tellement bien enrouée entre eux que finalement ils savent, ils se disent, mais on n'entend jamais la mot d'un Blanc à Maurice. Alors on se dit tout ça. Mais ce que vous devez, je suis sûr, vous imaginer, dans un pays comme le nôtre, post-colonial, c'est capital qu'à un moment donné, les jeunes se disent tout ça. Parce que la vérité nous rendra libre. Et on dit ça. Et on cause des Blancs. Alors, par exemple, on dit que les Blancs, ils rentrent au cinéma à 21h12. C'est-à-dire quand la lumière est tamisée et que la pub est finie et le film commence. Comme ça, on ne pourra pas venir. Et avant que le film finisse, enfin comme le générique, il part. Donc on ne les voit pas. Non mais c'est sérieux. Je vais au cinéma depuis 10 ans. Depuis 10 ans, pratiquement tous les jours. Mais c'est pas un peu faux ce que je dis, hein, mais bon, anyway. Mais moi, ce que je sentais, c'est qu'il fallait que ces jeunes parlent. Pour se dire les choses. Parce qu'on n'a pas lieu pour ça. On n'a pas lieu. Il faut, dans une société post-coloniale et insulaire comme Maurice, il faut avoir des lieux où les gens se disent, les jeunes se disent tout ça. Pour pouvoir libérer ces paroles, pour pouvoir ensuite faire face au tabou et pouvoir construire un devenir mauricien autre. Et à un moment donné, on se regarde et je leur dis, attendez un coup là. Est-ce que nous nous sommes vus, nous, d'abord? Parce qu'à part moi qui est café au lait, tous les jeunes qui étaient autour de moi, à ce moment-là, étaient tous de teint clair. Et que donc, quelqu'un du dehors, qui vient d'un milieu populaire, qui nous verrait à ce moment-là, aurait pu dire la même chose. Oui, ils auraient dit, bon, ils ont quand même un café au lait parmi eux. Vous comprenez? Ils auraient pu dire la même chose. Et à partir de là, on a commencé à réfléchir, on se dit, mais attends un peu, allons essayer de s'interroger aussi sur nos représentations à nous. C'est-à-dire, quelles sont les images mentales que nous portons, nous. D'abord, qu'est-ce qui vient dans notre tête? Qu'est-ce qui vient comme image? Et qu'est-ce qu'on se dit lorsqu'on voit un blanc? Et allons-nous nous contenter de dire, mais c'est un faiseur? Ou allons-nous aussi réaliser que plus que ça, Stéphane, faiseur veut dire, enfin ouais, tu connais, faiseur, plus que ça, est-ce qu'on va s'interroger sur les images, sur le schéma cognitif, sur les représentations internes, sur notre manière de voir, mes amis. Et voir, ça ne commence pas sur voir l'autre ou comment l'autre me voit, mais d'abord et avant tout moi. Comment je vois Dieu, comment je vois le monde, comment je vois la vie, comment je vois l'autre et comment je me vois. Dieu, le monde, la vie, les autres et moi. Les 5 composantes dans l'exercice de John Powell. Schéma cognitif est une autre manière, un autre terme qu'emploie souvent Anthony Robbins. Et Daniel Goleman parle de l'intelligence intrapersonnelle, communication intrapersonnelle. Donc, et Scott Peck, lui, il dit quelle est la carte du monde avec laquelle je suis en train de naviguer. Nous avons tous une map monde. Quelle est la map monde que j'utilise? Est-ce que je suis en train d'utiliser une map monde où le monde est un champ de bataille? Dans le milieu, par exemple, populaire, créole, mauricien, chrétien, catholique, beaucoup portent comme représentation, comme schéma cognitif, comme vision, un regard d'un monde qui est un champ de bataille entre Satan et l'Esprit Saint. Et à partir de là, nous aurons un certain type de pratique religieuse, mais qui n'est que le résultat de cette vision. Donc, on ne peut pas, mes amis, s'arrêter à un fait, croyant que c'est un fait. Mais en réalité, il est un résultat.
résultat pas d'une simple émotion, parce que l'émotion elle-même part d'une manière de voir tout ça, mais d'abord et avant tout d'une manière de me voir moi-même. Lorsqu'une personne m'interpelle, qu'est-ce que je me dis? Est-ce que je vois la personne dans un rapport de force d'inégalité, un rapport de force stigmatisant et oppressant qui m'écrase, ou suis-je en train de voir, alors suis-je comme ça aussi, en me disant mais moi je suis beaucoup plus élevé que lui, et ça ne vaut pas la peine qu'il me parle de façon, cause à ma main, parce que ça ne me touche pas, ou est-ce que je suis en train de voir dans cet exercice quelqu'un autant capable que moi et qui vient me rejoindre dans une de mes limites, une de mes faiblesses. Si je peux me permettre, on parle de logiciel aussi aujourd'hui, en gros. Oui, merci. Vous voyez? Mais nous sommes formatés pour oublier ça, ou pour ne pas tenir compte de ça. Et du coup, on croit alors qu'un fait est un fait, parce qu'on met en réalité un fait est le résultat de quelque chose de beaucoup plus, d'une alchimie ou d'une chimie beaucoup plus profonde parce qu'intra-personnelle. Donc, cette question de représentation interne est capitale. Et je vais même plus loin, et c'est pas moi qui le dis, pas moi qui le dis seul. Ces auteurs, je ne sais pas si vous avez étudié, certains parmi vous, Marshall Rosenberg, qui est un maître à penser dans le domaine de la communication non violente. CNV, la communication non violente, Marshall Rosenberg. Et Marshall Rosenberg dit, quand j'apparais devant Françoise et que je lui dis et ça y est quoi, hein, 1 kilo. Ça y est le chocolat, il faut arrêter le chocolat. Et que Françoise s'emmerde. S'emmerde, ça va? Ça se dit ça? S'énerve, pardon. Excusez-moi, s'énerve. Chez nous à Maurice, on dit ça. Oui, mais on s'emmerde aussi quand on s'énerve. S'énerve. Ce n'est pas moi qui est énervé, Françoise. Ça paraît incroyable à dire, parce qu'on n'est pas formaté à entendre ça. Mais c'est la vision, la représentation, le schéma cognitif que porte Françoise sur ce que j'ai dit. Je ne peux pas mettre en colère, fondamentalement. Mais c'est comment comment elle reçoit, quelle est l'image qu'elle a de moi, ou de l'événement, ou de la remorque, et c'est ça qui pourra dicter son attitude. C'est ce qui explique comment, face à l'ignominie, face à la barbarie, face à l'atrocité, des personnes peuvent combattre, réagir, protester, mais de façon totalement non violente. Et que d'autres choisiront l'épée et le sang. Tout dépend comment se fait-il qu'un même événement peut proposer, même dans l'extrême, de types de résistance, et bien invariablement, tout part de la vision que l'on a de soi, des autres, de la vie, du monde et de Dieu. Et c'est ce qui explique pourquoi les saints, les mystiques que nous célébrons dans l'Église, nous les célébrons parce que tout part de la vision qu'ils ont eue de Dieu. Et à partir de cette vision qu'ils ont de Dieu, la relation qu'ils auront avec Dieu, avec le monde, avec les autres, avec le monde et avec eux-mêmes, sera chemin de sainteté, d'exemplarité, d'inspiration. Et ça, mes amis,
on ne dit pas ça assez. À nous adultes, on ne dit pas ça assez à nos jeunes. Et il me semble, mais ça c'est mon avis très personnel, il me semble que c'est la raison pour laquelle les jeunes que j'ai touchés, que nous avons touchés, quand nous sommes une équipe, pendant toutes ces années, sont restés très scotchés sur cette idée. Parce qu'aucun adulte ne leur disait que ce que vous vivez là part de la vision. Que je prends un autre exemple. Une chose, peut-être que, vous serez peut-être content d'entendre ça, comme matière de réflexion, lorsqu'on parlait de Dieu. La première chose qu'il me disait, je vais pas à la messe. Vous parlez, vous prononcez le mot Dieu, et la première chose. Donc qu'est-ce que ça a dit, ça? Qu'est-ce que ça a dit de la vision que j'ai de Dieu? Quand je réponds, non, je ne vais pas à la messe. Ça dit quelque chose. Nous ferons un petit exercice un peu plus tard, avant déjeuner. Décidément, on fait plein de trucs avant déjeuner. Et on verra aussi. On verra quelque chose qui m'a toujours fasciné dans l'église de Maurice. L'église qui est à Maurice. Donc, mes amis, c'est la raison pour laquelle je suis infiniment convaincu qu'au-delà de l'étymologie ou d'un petit jeu de poésie et de rimes, le voir qui constitue votre premier pilier est infiniment une responsabilité que vous portez. Parce qu'au fond, ce n'est pas un verbe ou une action aléatoire, mais parce que le voir est intimement et inévitablement lié à ce schéma que vous portez sur vous-même, les autres, le monde, la vie et Dieu. Donc, votre première responsabilité, je crois que vous avez, et que les fondateurs du mouvement et de la spiritualité ne l'ont pas fait de façon aléatoire. Je reste convaincu qu'au-delà du voir, le voir, c'est-à-dire poser un regard sur les événements et donc faire une lecture des signes des temps, il y a aussi une responsabilité, c'est celle du schéma cognitif. C'est celle des représentations. Représentation, mot, probablement qui vous est familier. À Maurice, c'est pas souvent qu'on entend ça. J'entends par là les images mentales que nous portons, que nous transportons, j'adore ce mot en créole mauricien, nous soyeli, voyez, et qui traversent dans notre psyché l'espace et le temps. Oh là là là! Et je vous ai parlé des Blancs, mais je pourrais vous parler des hindous. Quelque part, un grand défi dans le dialogue interreligieux face à l'islam, dans le monde anglophone, francophone et dans le monde entier, part de la représentation que certains portent sur l'islam, que certains en Occident portent sur l'islam, que certains en Occident, objets d'instrumentalisation pour M. l'islam. Ça va loin, hein? Mais on n'est pas là pour ça. Ça va? Ça va à genoux? Oui. Mais là, on ne peut pas poser une question. Donne, s'il te plaît. Ça va? Je regarde Marité et il y aura une petite pause là. Hein? Quand tu veux. Ok. Quand je veux. Alors, on continue un petit peu, après on va prendre. Ça va là? Je vais, évidemment, avec tout le respect que je vous dois, vous déranger. J'aurais pu venir avec plein de papiers, plein d'extraits d'auteurs et de livres, etc., pour nourrir un peu intellectuellement cette recherche. Il me semble, dans le peu de temps que nous avons, qu'il faudrait aller à l'essentiel oralement. Mais évidemment, on ne sait pas, on peut très bien se revoir et vraiment approfondir à poser des textes qui soient des textes du magistère, des textes bibliques ou ailleurs. Hein? Bon, très bien. Et d'ailleurs, une étude, comme cela existe déjà, plus théologique qu'exégétique,
une étude théologique de certains extraits de la Bible montrerait comment le Christ, eh ben, ce qu'il aura été de révolutionnaire, c'est précisément ça. C'est précisément le regard qu'il apporte, le voir. Parce que le voir, je le redis, est une responsabilité. Ce n'est pas un verbe aléatoire, ce n'est pas un verbe choisi tout azimut, parce qu'il fallait choisir un dans les fondateurs de votre mouvement et de votre spiritualité. C'est capital. C'est capital. Ce n'est pas moi qui te mets en colère. C'est ce qui se passe dans ta tête, ce que tu vois et ce que tu te dis, et qui te met en colère. Comment? Quand vous dites ça, les gens croient que vous manquez de spontanéité. Les gens croient que vous êtes en train d'inventer. Ou vous récitez ce que vous avez appris à l'université. Ah, les gens sont libres. C'est leur choix. Je choisis, moi en tout cas, de voir autrement et de proposer une autre piste. Ce qui m'emmène, pour des raisons chronologiques, je vais donc tout de suite basculer à la deuxième partie et nous prendrons un break à un moment donné. Ce qui m'emmène au deuxième temps fort dans ce premier temps fort qu'est le voir. Vous vous rappelez? Je vous ai dit 3 temps forts, eux-mêmes divisés en 3 parties. Pour rester dans la symétrie. Cette partie que je vais vous partager là, et que j'ai choisi de mettre en deuxième partie, parce qu'elle part de ce que je viens de vous dire, mais elle est capitale. Elle est capitale parce qu'elle va nous permettre vraiment de nous poser, de nous reposer, de déposer et de faire face à ce que je considère l'enjeu primordial. L'enjeu capital, fondamental. Ou, plus exactement, les 2 enjeux. Pour cela, permettez-moi de vous raconter une histoire. Une histoire. Car, très souvent, les petites histoires, qui paraissent un petit peu pour l'enfant, peuvent être vraiment outils pédagogiques ou dans notre cas andragogiques. Voilà que il y a Piton la Fournaise est très haut, non? Beaucoup plus haut que chez nous, non? Un petit peu. Eh bien, j'étais très impressionné la première fois que j'ai été. Vous savez, le premier voyage que j'ai fait après les JMJ, c'est allé là en 2001, du 16 au 25 avril 2001. C'était. Ah oui, non, c'est géant. J'étais à 3 boutiques, c'est ça? 3 boutiques? Ça existe chez vous? Hein? En boutique, c'est Maurice, non? En boutique, c'est Maurice, 3 bassins. Ah ben, ok, ça existe 3, vous êtes 3 bassins. Sublime. Sublime voyage. C'était lundi Pâques, le 16. En 10 jours, j'ai passé ici, avec ce que vous devez connaître, ATD Carmonde. Super, super voyage. Donc après, pendant ce voyage, on a été visiter la Fournaise. Et là, je me suis dit, mais ils n'ont rien à envier de Montagne, Maurice. Vraiment différent, parce que moi, quand je viens à La Réunion, La Réunion, Maurice, c'est pareil en termes de relief. C'est une beauté, c'est un paysage lunatique, c'est extraordinaire. Et voilà qu'il y a un mont, lunatique dans les sens, il y a un mont, la Fournaise ou je ne sais pas quoi, et très très haut, et sur ce sommet il y a un nid d'aigle. Un nid d'aigle. Avec papa aigle, maman aigle, non, petit aiglon à naître.
dans un œuf. Voilà qu'un cyclone, le dernier que vous avez vu, c'était quoi? Le dernier Dina? Fakir. 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 Oui. Nous, c'était quoi là, le dernier qui avait provoqué les autres chez nous là? Non, là, l'année dernière. Rodrigue. Rodrigue. Belinda. Allez, on va appeler ça Dina, puisque moi je me souviens de Dina. Dina, cyclone Dina. Un jour, monsieur et madame Egg, vous voyez, j'ai fait de là, hein, sont allés à Carrefour. Ils disent Carrefour, non? Pour faire leur course. Et cyclone Dina souffle, et à tel point que l'œuf dégringole le long de la montagne et atterrit juste ici, au pied de la montagne, où se trouve un poulailler. Et l'œuf tombe et se casse. Et le petit aiglon sort. Il sort. Et alors là, il voit devant lui des petits poussins. Des petits poussins qui vivent dans le poulailler. Et il se met à les suivre. Ça va comme ça. Et le fermier, qui jette les graines pour les nourrir, son fils travaille chez le tracteur, et la petite laitière qui fait son fromage. Voilà qu'un jour, un événement inimaginable, unique, sensationnel arrive. Les aigles ont décidé de voguer, de voyager, de voler ensemble. Vous connaissez un aigle, il est toujours seul. Et phénomène unique, inimaginable dans la nature, ils décident de voyager tous ensemble. Et tous ensemble, ils voyagent, et de façon déployée, de façon épanouie, de façon réalisée. Et ils traversent. Et ça marque le ciel à tel point, c'est un phénomène tellement beau que tout le monde s'arrête. Le tracteur est éteint quand le jeune fermier regarde. La laitière, elle arrête son fromage. Le fermier arrête de jeter les graines. Les petits poussins se mettent à regarder ce phénomène de la nature. Et voilà que le petit aiglon parmi eux lève la tête. Et là, en voyant ce beau spectacle, il se dit « Oh !» Chez nous, on dit « Ta !» Comme j'aurais aimé être un aigle. Et après, il continue à picorer les graines que lui lance le fermier. Cela fait 20 ans, 21 ans, qu'avec cette histoire et au moyen d'autres outils, je passe le même message. Le même message parce que je crois que c'est un moyen de mettre nous tous adultes devant notre responsabilité, devant le véritable enjeu de la planète. Le grand drame, les amis, le grand drame, c'est que nous sommes en train de tout faire ou de laisser faire nos enfants, nos petits-enfants, notre prochain, notre voisin, à vivre sa vie, à vivre leur vie comme des petits poussins, alors qu'ils ont un potentiel d'aigle. Alors qu'ils peuvent être aigles, épanouis, déployés, réalisés, majestueux, on est en train de les scléroser, de les enfermer et de les entraîner à vivre petit à petit, une petite vie tendant vers la médiocrité et vers la tiédeur. Et finalement, les jeunes se disent « Ah ben très bien, comme moi, je vais vivre ma vie, petite vie tranquille, petite vie bien tranquille, dans mon petit coin, bien bon, avec ma petite femme ou mon petit monsieur,
mes petits enfants, enfin mes enfants, mon petit câble satellitaire, bien comme ça, mais bien vivre un petit lit, bien comme ça, comme ce qu'on appelle chez nous un pâtisson flétri. Je ne sais pas si ça vous dit chez vous, pâtisson, aucune idée comment on appelle ça en réalité. Pâtisson, un pâtisson flétri. Et parfois, on ne réalise pas, mais les uns avec les autres, on vit en salade de pâtisson flétri. Non, mais c'est dramatique, mes amis. Il faut vraiment que nous prenions conscience de l'enjeu là. Je sais que certains ont 5 enfants. 4 personnes. D'autres. Les 3, ça fait déjà une note. Oui. Moi, je n'en ai pas encore et ça me fait peur. Hein. Ça me dit franchement. Eh bien, l'enjeu, c'est ça qui se joue. C'est qu'on est en train de tout faire pour lilliputiser nos enfants. Lilliputiser, vous savez, lilliput? Hein? Gulliver, les voyages de Gulliver. Jonathan Smith. Non. Lilliputiser le potentiel humain plénier, intégral que nous avons. Et finalement, on est en train de nous rendre végétatifs. On est en train de nous faire vivoter, végéter, de sorte que même on est aigle, on finit par vivre. On finit par vivre comme des poussins, et du poussin on deviendra un moustique. Alors que nous avons un potentiel d'aigle, que nous pouvons être épanouis, et que de l'aigle, je vais prendre une image de nos frères chinois, nous pouvons être dragons. Au lieu de utiliser ce potentiel que nous avons, du simple fait que nous sommes nés, hommes, femmes, créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu, cela dit en passant, ne l'oublions pas, du simple fait de ça, nous avons le potentiel justement d'utiliser avec le Seigneur qui nous sommes, et du coup la vie, le monde dans lequel nous vivons, mais nous sommes, sans qu'on le réalise, nos enfants, nos petits-enfants, nos voisins, nous sommes en train de nous laisser entraîner par un système de médiocrité et de tiédeur qui nous tend vers une moustification. Ouais. Vous voyez? Et mes amis, sorry, bien sûr, on est en train de badiner, on rit, on est entre chrétiens, hein? On est entre adultes, on est entre humains. Mais l'enjeu est capital, mes amis. C'est un enjeu capital. Et s'il fallait avoir ne serait-ce qu'une raison pour se réveiller, si le fait d'être baptisé ne suffit pas, parfois, hélas, s'il fallait une deuxième raison, qui est la même au fait, c'est celle-là. C'est celle-là. C'est que nous avons la responsabilité de tout faire pour que nos enfants soient l'aigle qu'ils ont besoin d'être. Et non pas le poussin ou le moustique. Nous avons besoin de tout faire pour éviter, comme Antoine de Saint-Exupéry dit, d'éviter de produire des Mozart assassinés. Mes amis, c'est du sérieux ça. C'est du sérieux. On ne peut pas continuer à vivre sa vie, là, à conjuguer le verbe végéter, à conjuguer le verbe vivoter, alors que ce qu'il faut conjuguer, c'est le verbe vivre. C'est d'être fully human, pleinement vivant. Voilà ce que c'est. Que cette responsabilité d'ailleurs pour nous, de chrétiens, de baptisés. Nous qui avons été créés à l'image et selon la ressemblance du Dieu trinitaire, c'est ça la responsabilité que nous portons. C'est de vomir toutes les tendances et les tentations de médiocrité et de tiédeur pour être pleinement homme, femme, vivant et témoignant, comme on dit derrière là, disciple missionnaire. C'est sérieux ça. Quel outil?
On en reparle. Entendons-nous d'abord sur l'enjeu, sur l'horizon. On peut pas vivre notre vie, vous savez, chez nous on appelle ça un peu une latrape. C'est des mots un peu bizarres chez nous, on appelle ça boboc. Boboc, à ce qui paraît, selon que vous allez au nord, à l'est ou au sud du pays, en Maurice, ça peut être un juron. Je ne sais pas, hein? Ça dépend. Ah, si vous allez à l'île Rodrigue, par exemple, boboc, c'est un juron. Mais chez nous, boboc, ça veut dire, vous savez là, joupi, joupi. I'm happy. Oui, I'm happy. Je suis heureux. Ouais, on est comme ça. Voilà, on est comme ça. Alors, on végète. On vit notre vie, là, comme ça. Moi, il y a un homme que je trouve sensationnel. Un homme que je trouve sensationnel parce qu'il a fait rire des millions d'êtres humains sur la Terre pendant 3 générations sans ouvrir une bouche. Mr. Bean. Alors, vous avez déjà vu comment Mr. Bean danse? Mr. Bean, il danse comme ça. Avec pas de lunettes. Bravo, bravo. L'imitation est parfaite. Et la manière pour laquelle Mr. Bean danse, je trouve ça fascinant parce que c'est un exemple de ce que nous ne devons pas être. De cette humanité qui est en train d'être déshumanisée par toute une manière de vivre, de penser, de faire, toute une manière de voir, et que nous ne devons pas être. Je n'arrête pas de dire ça. Une fois j'ai fait ça, d'ailleurs devant 800 jeunes avec la ministre de l'Éducation. Mon Dieu, elle a éclaté de rire, Dieu merci, parce qu'il y avait tous les officiels qui étaient coincés, comme la ministre a commencé à rire, tout le monde a fait « Oh !» Tout le monde a commencé à rire. Et après j'ai été à l'Assemblée nationale pour le budget, il y avait un gars réputé, il ne bouge pas. Oh, je me souviens de vous, vous aviez fait Mr. Bean. Oui. Ben, si au moins ça m'a permis de se souvenir de moi. J'espère de se souvenir de ce que j'ai dit à travers Mr. Bean. Moi, j'ai dit tout le temps aux jeunes, quand vous voyez Mr. Bean, maintenant pensez à moi. Pensez à moi, mais pensez surtout à ce que j'ai dit. Mr. Bean, quand il danse, c'est un exemple de cette humanité chancelante, vacillante, que nous ne devons pas être, que nous n'avons pas le droit de nous permettre d'être. Parce que l'enjeu est un enjeu que nous appelons développement humain intégral. Voilà ce que c'est. Lorsque Benoît XVI réhabilite ces 3 mots, c'est de ça qu'il parle. C'est d'être aigle, voire dragon, et refuser d'être poussin, voire moustique. C'est capital, ça. Vous savez, il y a un autre auteur que je me permets de vous donner, qui s'appelle Robin Sharma. Vous savez, il ne faut pas, évidemment, chacun a des références et des sources diverses, mais il était toujours intéressant d'apprendre de tout et de tous. Et Robin Sharma nous dit, entre autres, beaucoup de personnes meurent à 20 ans, mais sont enterrés à l'âge de 80 ans. Ce qui voudrait dire que de 20 ans à 80 ans, ils vont être des morts vivants, des zombies. D'ailleurs, les anthropologues, très souvent peuvent... Moi, je suis anthropologue de formation, et tous les films hollywoodiens sur les zombies peuvent faire l'objet d'un excellent travail, d'un intéressant travail d'anthropologie sur la question des mythes et la question de représentation aujourd'hui. Le gros problème, comme dit Robin Sharma, c'est que l'on va passer de 20 ans à 80 ans une vie à être des morts vivants, à être des zombies, à être des lobes humains. Le problème, c'est que le zombie, le mort-vivant, quand il nous mord, on devient comme lui. Exactement. C'est ça le problème. La contagion. Exactement. La contagion. Exact. La contagion de la médiocrité. La contagion de la tiédeur. Oui. C'est ça le mal du système. C'est ça la structure du péché. C'est de faire en sorte qu'au lieu d'être homme
femmes, êtres humains, ou plus exactement dans notre langage théologique, au lieu d'être des personnes, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous devenons des individus. Nous sommes réduits à notre rôle individuel d'électeurs et de consommateurs. Et ça c'est le système. Parce qu'ensuite, quand tu fais ça, tu fermes ta bouche, tu ne poses pas d'autres questions. Parce qu'on a besoin de temps pour consommer, évidemment pour produire, pour consommer, et on a besoin de temps pour voter, c'est tout. Et je vous renvoie à un excellent discours de Claude Lévi-Strauss à l'Assemblée nationale française, vous pourrez retrouver la date, je crois, dans les années 70, et qui vient dire au pouvoir politique, faites attention, vous avez le pouvoir de faire les choses autrement, parce que le plus grand mal du monde moderne, mais depuis bien avant, c'est de faire en sorte que nous qui sommes des êtres humains, nous devenons des individus. C'est-à-dire que nous sommes réduits à pas une singularité, mais une individualité où il faut que l'on soit simplement consommateur et électeur, c'est tout. Alors que être créé à l'image de Dieu, ne serait-ce que ce bout-là, c'est être une personne, c'est rayonner de l'amour trinitaire. Bon. Très bien. Par contre, le même Robin Sharma vous dit, beaucoup de personnes sont enterrées à l'âge de 60 ans, 70 ans ou 80 ans, mais qui ne meurent jamais. Parce qu'ils auraient donné une vision d'eux-mêmes et une type de vie qui est telle qu'au-delà de la mort, ils continuent à rayonner. Et c'est ça les saints que nous célébrons, mes amis. C'est ça nos saints. C'est qu'il y a une qualité de vie qui est telle, enfin, il est saint, mais ça peut être des mystiques, ça peut être des grands combattants, ça peut être des porteurs de grandes causes, ça peut être des grands militants des droits de l'homme, etc., etc. Mais prenons l'exemple de certains saints. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais pas si je me trompe, mais en tout cas, c'est la fête de Saint Scubion. Votre patron, non? Votre patron? Ah bon? Mais en tout cas, l'évangile au quotidien dit que c'est aujourd'hui. Peut-être qu'il y a différentes célébrations. L'anniversaire de sa mort. L'anniversaire de sa mort. Mais il est fêté à la fête CAF. Ouais. Il est fêté pour la fête CAF, c'est-à-dire l'équivalent du 1er février. Alors, mais qu'est-ce qui fait qu'on parle de lui? Qu'est-ce qui fait qu'on parle de lui encore, au-delà de sa mort? C'est parce qu'il a donné une qualité de vie qui ne s'arrête pas avec la mort. Donc, des gens, Dieu merci, porteurs d'espérance, peuvent être enterrés à l'âge de 80 ans, mais ne mourront jamais. Parce qu'ils vont rayonner par leur vie au-delà de leur enterrement. Voilà le grand enjeu, mes amis. C'est de pouvoir être aigle. C'est de pouvoir refuser la médiocrité, refuser la tiédeur. Être fully human, fully alive. Pour nous-mêmes, pour nos enfants, nos petits-enfants, pour cette planète qui nous attend, pour ce monde où l'on doit être, nous surtout laïcs, bien sûr, frère. Mais nous qui sommes laïcs, c'est ça notre responsabilité. C'est d'être dans le monde, mais ne pas être de ce monde. Mais ne pas être de ce monde, veut dire quoi? C'est justement être aigle. C'est être porteur d'une autre type de vision sur Dieu, sur la vie, sur le bonheur, sur les autres, sur soi. Voilà ce que ça veut dire. C'est capital, mes amis. C'est capital, cette question. Et si vous voulez que je me dévoile un peu plus, c'est ça, l'idée, le diamant que je n'ai pas, enfin en tout cas pour moi, arrêté de partager depuis ces 21 dernières années. C'est ça la conviction primordiale que j'ai. Et je pense qu'avec le Seigneur, puisque nous parlons là quand même dans un cadre précis, je crois que nous sommes capables, pas de tout faire, attention, pas de faire tout de suite, tout seul, mais en tout cas de porter cette autre manière de voir, cette responsabilité de voir autrement. Ça, nous sommes capables. Nous en sommes capables. C'est notre talent. C'est même notre responsabilité de l'être Dieu. Si vous me permettez,
nous prenons un petit break. J'ai encore des choses à vous dire, vous pensez même. Mais j'ai pas envie de vous lâcher. Mais au nom du respect de la dignité humaine et au nom de ma gorge qui a besoin d'un café chaud, on va s'arrêter là. Mais c'est capital que vous restiez, s'il vous plaît. Ne tentez pas.